difficultés structurelles, internes et réglementaires qui menacent sa participation aux prochaines élections, accentuant ainsi l'impression d'une opposition fragmentée et affaiblie et même en voie de disparition selon certaines langues très sévères. À cela s'ajoute le retrait remarqué de figures comme Renaud Agbodio, pressenti pour être le porte-flambeau de cette opposition, le positionnement stratégique du mouvement populaire de libération dont le président est d'ailleurs avec nous sur ce plateau ce dimanche pour un décryptage chirurgical des choix, des opportunités manquées et des stratégies cachées qui animent la scène politique depuis un moment. Expérience TB, bonjour. Bonjour, cher ami Franck. Merci d'accepter notre invitation sur Zone Franche. Mesdames et messieurs, vous êtes bienvenus sur cette tranche de débat que j'anime, comme d'habitude, avec Eric Guédinon. Eric, bonjour. Bonjour Franck Arnoux, Espérance TB, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi. En septembre dernier, à la surprise générale, vous avez claqué la porte au cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Est-ce qu'avec les événements que nous vivons ces derniers jours au sein du principal parti de l'opposition, les démocrates, on peut faire un lien? Alors, merci pour l'invitation. Je suis heureux de retrouver votre plateau en vos compagnies et en compagnie également de vos amis téléspectateurs que je salue au passage. Pour revenir sur la question que vous me faites, j'aurais voulu que vous puissiez plutôt, vous, déjà sur le plateau ici, me donner acte à moi et surtout à d'autres partis d'avoir vu juste de la justesse de tout ce que nous avions dénoncé il y a quelques semaines, qui a enflammé l'opinion. Et alors, nous avons pris soin de dire en ce moment que nous allons éviter de faire le débat publiquement parce que nos camarades qui n'étaient pas d'accord avec nous continuaient de croire à une organisation réussie de ces élections. Nous avons dit que nous allons les laisser travailler dans la sérénité pour voir le résultat et après, comme ça, on va faire le point. Et voilà, le point, vous commencez par constater déjà. Et c'est désolant, c'est regrettable, mais c'est ce que nous avions dénoncé il y a quelques semaines. Tel que nous étions partis, il était impossible à l'opposition, réunie au niveau de ce cadre, d'offrir une alternative crédible au peuple béninois. Nous avons fait, il y avait les dissensions internes, le manque de cohésion, la guerre des égos et des logos, la fragmentation interne même, des pensées, des stratégies, le mélange du genre qui s'y trouvait ne permettait pas d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et c'est pour ne pas être comptable de ce triste spectacle que nous sommes en train d'offrir en ce moment au peuple béninois que notre parti avait décidé de se retirer sous la pointe des pieds dans le calme. Et vous aurez constaté que après notre retrait, vous aurez constaté que un silence glaçant s'est emparé du cadre qui n'a pu jamais venir démentir tous les griefs que nous avons exposés contre l'organisation. Ils n'ont pas pu venir dire un seul mot là-dessus. Mieux, vous avez observé également que la marche n'a pas pu faire un seul pas de plus après notre départ. Signe que c'était nous qui étions les plus engagés au sein de ce cadre, qui croyions à ce rassemblement et qui mettaient toute l'énergie qu'il fallait pour obtenir un résultat. C'est regrettable. Puisque vous êtes avec nous ce matin, si nous mettons de côté ce que le parti vit aujourd'hui, réellement, qu'est-ce qui se passait au niveau du cadre de concertation? Les points d'achoppement, c'était à quel niveau? C'était sur quel sujet? Non, écoutez, je pense que là où nous en sommes arrivés, il ne serait pas utile de mettre sur la place publique tous les greffes. En tout cas, le MPL ne veut pas rentrer dans ce débat pour exposer les uns et les autres sur leur comportement. Nous avons choisi de les laisser eux-mêmes se montrer au peuple béninois, se montrer ce qu'ils sont. À certains, bon, nous avons fait des prédictions en interne à beaucoup de nos partenaires. Écoutez, dans ce méli-mélo, dans ce mélange d'intérêts inavoués, où ce n'est pas l'intérêt général, ce n'est pas les préoccupations du peuple qui étaient mises en avant, il n'y avait pas la sérénité et la cohésion qu'il fallait pour préparer les échéances électorales. Et vous l'avez déjà vu à suffisance. Donc, il ne serait pas utile que le MPL étale ces choses-là. Les faits le prouvent. Sinon, observez que
en 2016, lorsque le camp au pouvoir avait perdu les élections avec le candidat Zinsou, il a fallu, dès la proclamation des résultats, que le candidat Zinsou prenne son avion et quitte le Bénin. Et c'était la fin. Il a fait sa mission. Non, sa mission n'était pas d'aller obtenir le fauteuil présidentiel. Sa mission, venue tardivement dans le landerneau politique, prendre l'étendard de la mouvance pour aller aux élections, échouer le lendemain, laisser orphelin tous ceux qui l'ont soutenu. C'est ce qu'on lui avait promis, venir être président de la République. Justement, on ne peut accepter une telle promesse. Ce n'est pas du tout honnête envers soi-même et ce n'est pas respectueux pour le pays, pour notre pays, le Bénin, que quelqu'un accepte une telle promesse. Et ça, c'était 2016. Vous voyez, aujourd'hui, en 2026 également, bis repetita presque, le porte-étendard de l'opposition, je veux dire du camp de la mouvance qui avait perdu les élections à l'époque, qui est resté dans l'opposition aujourd'hui, le porte-étendard, à peine que sa candidature a été disqualifiée par la Sénat et la Cour, se retire et laisse orphelin. Je pense que ces observations, ces faits sont symptomatiques d'un malaise profond que l'opposition a traîné et on n'a pas été honnête, les acteurs politiques, de dire la vérité au peuple béninois, de dire la vérité à nos concitoyens. Il ne faut pas les enfariner et les faire vivre d'espoir virtuel jusqu'à la porte du suicide. Mais c'est quoi la vérité? De quelle vérité faites-vous? La vérité est que cette opposition-là que nous avions animée pendant 9 ans a manqué d'organisation, a manqué d'avoir une ligne directrice. Oui, j'accepte, je l'assume. Et c'est ce que je dis. Et ce que je n'ai pas voulu assumer, c'est les dernières heures qui vont nous amener encore à la débâcle. Oui, mais justement, lorsque vous avez séjourné, vous avez traîné avec toutes ces forces de l'opposition et que vous sentez un peu le déluge approcher, alors est-ce que c'est la meilleure façon de partir sur la pointe des pieds ou de rester pour trouver des solutions? Si tous ceux qui sont restés n'ont pas pu trouver une solution pour éviter la débâcle, vous ne penserez pas qu'il fallait que le MPL reste. Aussi tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est que vous faites un bon diagnostic, vous auriez pu faire ça au niveau du cadre de concertation, non? Parce que la réalité est que si nous, au MPL, à nous seuls, on pouvait apporter la solution, nous ne serions pas allés œuvrer pour la mise sur pied de ce rassemblement de l'opposition. Qu'ils vous souviennent que pour éviter les problèmes que nous sommes en train de vivre en ce moment, le MPL avait souhaité d'abord aller aux élections communales de 2020 pour avoir le parrainage, disposer des parrains en notre sein. Nous n'avons pas pu. En 2023, c'est la même quête d'avoir des parrains pour pouvoir soutenir notre programme, notre offre au peuple béninois qui nous a amené à forcer notre participation législative. Pendant que le parti, les démocrates d'aujourd'hui qui disposent du parrainage, eux, en ce moment-là, ils n'étaient pas, en 2020, ils ne voulaient pas aller à une élection. Ils n'étaient pas dans les dispositions même d'aller chercher le récépissé. Mais finalement, ils y sont. Mais le problème est que l'échec aujourd'hui, le fiasco des parrainages, l'incapacité de l'opposition à participer aux élections présidentielles, parce que sur cette question, je vais éviter également de faire le débat parce que les avis sont partagés et certains, on nous a exclus, certains, lorsque on se retrouve dans les conditions où nous sommes, avec un adversaire aussi redoutable que la mouvance au pouvoir, il revenait à ceux qui avaient le nombre juste de parrainage pour présenter leur candidat, de sécuriser. Et on a vu qu'ils ont pris un certain nombre de dispositions. Par exemple, pour aller chercher les parrainages, on a vu que des dispositions particulières ont été prises. Pour la suite, il fallait prendre les dispositions jusqu'au bout. Cela a servi à quoi finalement? Oui, ça veut dire que la stratégie était inopérante. La stratégie n'était pas la bonne. Et au contraire, les révélations aujourd'hui prouvent que cette stratégie ne pouvait pas prospérer s'il n'y a pas une cohésion interne suffisante. Si le choix même du duo a été opéré comme nous l'avons vu
bon, nous n'étions plus là pour être comptables de ça. Mais si ça a été fait comme nous l'avons vu, inévitablement, on doit s'attendre à une débâcle. Alors, est-ce que vous voulez dire que les événements qui se sont succédés après, par exemple, votre départ, après l'incapacité du Parti Les Démocrates à pouvoir participer, à pouvoir faire valider son duo, le retrait de Maître Agbodjo, et puis les dernières heures maintenant, la démission de quelques députés du groupe parlementaire et du parti, vous voulez dire que c'est la suite logique de ce qu'il s'était passé, que vous avez dénoncé en partant? Évidemment. Et ce n'est pas fini. C'est la suite logique. Lorsque vous avez encore d'autres sorts? Oui. Non, ça ne va pas s'arrêter là. Vous jouez aux oiseaux de mauvaise augure? Pas du tout. Je suis plutôt objectif et direct, comme à l'accoutumée. Ça va continuer. Dans vos prédictions, qu'est-ce qui va se passer après pour les démocrates, pour l'opposition? Non, l'opposition a raté le tournant de ces élections-là. Et je vais vous dire, permettez-moi peut-être même de dire ce que je ne voulais pas dire. Lorsque l'opposition n'a pas pu valider son duo, à la surprise de tout le monde, elle dit, ben voilà, à ce niveau-là, il fallait un repli tactique pour choisir une autre option. Vraiment, au lieu de tenter de foncer, de continuer comme on l'a observé, il fallait faire... Allons jusqu'au bout. Quelle option vous... Et le recul, j'en viens. Et le recul, pour moi, aurait été que... ils constatent en leur sein qu'ils ne pouvaient plus continuer et négocier la suite. Parce que... Négocier avec qui? Négocier la suite aurait été par exemple, comme le président du parti l'a fait, d'aller faire des propositions à son adversaire, reconnaître sa défaite et voir dans quelles conditions on peut les permettre d'avancer. Parce que si la confrontation continue, la CEI va continuer. Vous n'avez pas suivi sa déclaration qu'il a faite récemment, Boni Yayi. Il a dit qu'il a demandé au chef de l'État de tout mettre en œuvre pour permettre au Parti Les Démocrates de participer à toutes les élections. Écoutez, je ne voudrais pas apprécier cette déclaration-là, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que en 2023, les démocrates avaient eu pratiquement les mêmes problèmes avec leur liste autour des législatives à la Sénat. La liste était tombée aux premières vérifications à la Sénat. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est sous fond de compromission que la liste a été repêchée. Parce que vous avez vu que sur la liste, des modifications qui ne devraient pas l'être ont été opérées. Nous, à l'époque, il y a beaucoup de nos camarades qui s'étaient insurgés contre cela parce que nous étions dans une compétition et voulaient que nous dénoncions ces manœuvres. Et certains d'entre nous, comme moi, à leur tête, disent non. Si nous sommes du même camp et les autres qui semblent être plus avertis que nous veulent tomber et on les repêche, c'est une bonne chose. Ça nous permettra d'avoir la chance de finir avec le Parlement monocolore que nous décrions. Et effectivement, ça leur a permis d'avoir 28 députés. Mais juste après ces élections législatives de 2023, à leur conseil national, quelques mois après, en juillet 2023, où nous étions invités, à travers mon intervention, je leur ai répété au 28. À Porte-Nouveau. À Porte-Nouveau. J'ai insisté déjà à l'époque pour dire, vous pouvez revisiter mon allocution, c'est une bonne chose que vous soyez retrouvés à 28, une minorité, mais c'est vous qui portez la voix de cette immense majorité qui est exclue. Donc, votre devoir est aujourd'hui de faire tout possible pour rester 28 maintenant et 28 jusqu'à la fin. Malheureusement, vous avez constaté que à l'arrivée, ça a commencé par, c'est devenu 27, après c'est devenu 21. Et donc là, c'est fini. L'opposition ne peut plus avancer dans le contexte actuel où il faut des parrains pour aller aux élections. Bon, un nombre de parrains est fixé, vous n'avez pas, vous tombez, et après la suite, si les parrains sont frustrés, et puis les acteurs politiques au Bénin généralement aussi, ils tiennent à opposition, les intérêts des uns et des autres
doivent être sauvegardés dans toute stratégie que vous construisez pour avancer. Là où ils sont dans l'incapacité d'aller à la présidentielle, aujourd'hui, les communales, vous voyez le vent qui souffle, toutes les contestations qui s'élèvent, qui visiblement rendra difficile la suite des événements pour eux. Alors, tout ça ne fera que accentuer la saignée et l'exode que vous êtes en train d'observer avec nous. Donc, on peut conclure que la stratégie de l'opposition est un fiasco global. Cette option que vous proposez justement aux membres du parti les démocrates, alors quand je vous entends, c'est que dans un processus démocratique qui veut que le jeu soit accessible pour tout le monde, vous voudrez qu'ils aillent négocier, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je veux dire, j'allais dire. C'est pas ce que je veux dire. Négocier, la démocratie, c'est les règles, c'est la loi, c'est les règles. Et lorsque ça, il faut que nous puissions, tout démocrate que nous sommes ou nous voulons être, il faut que nous l'acceptions. Et même que si même la loi est mauvaise et elle passe, elle va s'appliquer jusqu'au jour où vous avez la possibilité d'inverser et de faire autre chose. Tant qu'on n'a pas changé une loi, elle va s'appliquer, elle va s'imposer, la dictature de la loi va s'imposer à nous tous. Et donc, en l'occurrence, si vous êtes dans un combat politique et la loi fait tomber l'adversaire, n'attendez pas que l'autre vous tende la main pour vous repêcher, pour que vous puissiez venir là-bas. Est-ce que vous avez l'impression que les responsables du parti, les démocrates, n'ont pas su capitaliser, en tout cas, tout ce qu'ils ont pu faire en 2023 pour faire passer leur liste, pour même lever des sièges à l'Assemblée nationale? C'est ça, vous le dites? C'est bien ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le constat, ça. C'est le constat. S'ils ont pu manœuvrer et obtenir les 26 et obtenir cette participation à aux législatives de 2023 dans les mêmes conditions, grand chose n'a pas changé. Si aujourd'hui ils n'ont pas pu faire pour la présidentielle. Alors entre 2023 et 2025, bientôt 2026, la fin du mandat législatif qui est en cours, est-ce que vous avez noté des comportements, des attitudes du côté des démocrates qui n'ont pas favorisé un peu ce qu'on pourrait appeler des compromis qu'on pouvait leur faire en ce moment précis? Non. On ne va pas aller là. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes qui sont étalés au grand jour aujourd'hui, du moins de ceux qui font défection dans le groupe, vous voyez qu'on parle plutôt d'organisation interne. On fustige la gestion à l'interne. Bon, on dira peut-être, certains diront peut-être que c'est des problèmes qu'on trouve un peu partout dans toutes les organisations. Mais lorsque vous avez des défis aussi importants que ceux de 2026, où toute l'opposition repose leur espoir sur vous qui avez les parrainages, la possibilité d'aller à cette présidentielle, je pense qu'il fallait redoubler d'efforts pour éviter cette dissension interne qui peut venir exploser le groupe. Mais hélas, c'est fait. Il faut que nous puissions prendre acte de cette débâcle, capitaliser les erreurs et penser à l'avenir. Dans l'une de vos déclarations rendues publiques, vous dites avoir alerté sur le manque de vision, la désorganisation et l'absence de cohésion qui ont fragilisé et rendu inefficace justement ce regroupement, le cadre de concertation des forces de l'opposition. Alors quand on écoute Briaï dans sa récente déclaration, lui il parle plutôt d'un plan pour déstabiliser sa formation politique. Il parle aussi d'un plan pour débaucher ses députés, ce qui aurait conduit justement au départ d'un député qui dispose d'un droit de parrainage. Alors pour Briaï, l'erreur est ailleurs. Vous voyez, lorsque vous me rappelez ces propos du président Yahi, je suis un peu dérangé parce que ce n'est pas lorsque on se retrouve en situation, en face des problèmes qu'on connaissait, qu'il faut maintenant les dénoncer. Est-ce que c'est maintenant juste à partir de ces présidentielles-ci que le Bénin connaît ses problèmes au niveau de sa classe politique? Non. Le président Yahi, quand il était aux affaires, ses problèmes ont cours et je suis peiné, je ne veux pas citer ces exemples, mais c'est des choses qui existaient. Vous avez vu comment le G13 a été démantelé à un moment donné, c'est le président Yahi qui était au pouvoir. Je ne veux pas dire des choses que je connais ici autour de ça. C'est le vieux favori. Il connaît cette pratique, c'est ça?
en tout cas mieux que moi. et mieux que nous. Vous êtes sur zone franche et généralement nous attendons une certaine franchise de la part de nos invités. Oui, mais... Yaya Boni accuse Patrice Talon de ce qui arrive à sa formation politique. Vous pensez que c'est juste? Non, je trouve que ce n'est pas juste, lorsqu'on se retrouve dans cette posture maintenant, de chercher à des boucs émissaires dans ce sens. Parce que ce qu'il dénonce là a fait partie du jeu depuis avant même lui-même son avènement au pouvoir, pendant qu'il était au pouvoir et après lui, ça pourrait continuer. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas. Ce que vous dites, c'est que cette pratique qui consiste à déstabiliser des formations politiques, ça fait partie du jeu. Ok, d'accord. Donc vous avez pas du jeu politique. Ça fait partie du jeu politique parce que j'ai entendu un député que le système Talon a utilisé. Non, je ne saurais le dire. Je n'ai aucun élément pour dire. Non, justement, c'est pour ça que je trouve qu'il n'aurait pas dû. Parce que avant lui, j'ai entendu un député du Parti Les Démocrates qui a annoncé que ils étaient venus à bout déjà pour déstabiliser la mouvance. Vous faites allusion à qui? Bon, j'ai entendu, écoutez, j'ai entendu, c'est un député LD en tout cas, qui a dit que c'est fini, qu'il reste quelques jours. Ça veut dire que le jeu, c'est de chercher à se déstabiliser. Ce qui ne devrait pas être le cas, mes chers amis. Oui, est-ce que l'action politique, est-ce que c'est chercher à déstabiliser le camp d'en face ou bien chercher à soutenir ces propositions, chercher à faire des propositions meilleures à la gouvernance en cours et les soutenir? C'est justement à ce niveau que nous, au MPL, on ne se retrouve plus et on pense qu'il faut revoir comment cette vie, l'organisation même de la classe politique, si la quête du pouvoir pour les uns, c'est simplement ôte-toi et je m'y mets, ou bien si c'est je fais une contre-proposition pour améliorer ce qui est en cours et qui n'est pas bien. Alors, disons que à cette rencontre, est-ce que vous pensez que Boni Yaya pouvait tirer quand même un gain stratégique, essayer de sauver encore les meubles à cette rencontre avec Talon? D'abord, si, de mon point de vue personnel, il n'aurait pas dû faire cette démarche. Parce que cette démarche aurait pu avoir tout son sens si le président Yaya était allé là-bas simplement en tant qu'ancien président de la République. Mais du moment où il a la casquette également de chef de parti, alors là, les jeux, convenez avec moi que c'est compliqué. Vous ne pouvez pas, tu es le chef d'un parti qui est en train de combattre le régime, mais au même moment, tu es ancien président. Alors, en qualité, il est allé là-bas, pas en tant que chef, en tant qu'ancien président. Il sera traité comme chef de parti. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que tu vas demander à un président en exercice? D'intervenir pour que, au niveau des institutions, pour qu'on escamote les lois en vigueur? Non, c'est difficile. Espérance Tébé, que reste-t-il aujourd'hui de l'opposition? Ah, il reste le MPL, le JSR, c'est la question. Chacun dans son couloir. C'est la question, la fameuse question qui taraude les esprits. Je pense qu'avec les derniers événements, l'opposition a fini d'être fragilisée, comme vous le est parti en vrille complètement. On n'a plus d'opposition au Bénin. D'abord, avant même de revenir à ça, il faut profiter pour faire le bilan de cette opposition. Nous, au MPL, moi personnellement, je l'ai animé pendant maintenant bientôt 10 ans. Qu'est-ce que j'ai apporté à mes concitoyens? À peine nos propositions sont écoutées. Est-ce qu'on a pu changer quelque chose? Et c'est là qu'il faut, je pense que nous devons nous rasseoir. Ça vous fatigue? Au-delà de la fatigue, lorsque vous faites quelque chose qui n'apporte pas du résultat, il va falloir... Mais ce n'est pas le discours qu'on a entendu jusque-là. On a dit que ce sont les gens qui représentent valablement le peuple, ce sont les partis du peuple. Et à chaque fois, mais nous n'avons plus rien apporté au peuple. Maintenant, finalement, nous avons conduit le peuple à l'abattoir. Et là, il faut s'asseoir et faire le bilan.
je pense que on pense que ça ne saurait plus continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'à notre niveau... S'asseoir et faire le bilan, en tout cas, d'autres n'ont pas attendu ce genre de démarche. Et puis, il y a des départs. Un bon nombre de députés du parti, les démocrates, ont annoncé leur démission de ce parti. Est-ce que vous aussi, vous allez partir? Non, nous n'allons pas partir, mais on n'a pas besoin de partir de cette façon-là. Je pense que... Vous avez une meilleure façon de partir? Non. Je pense que le bilan dont je parle, de l'opposition même, depuis... On doit repartir en arrière, même voir, depuis la conférence nationale, les oppositions au régime. Et quand vous faites le bilan, vous devez remarquer que nous avons en premier l'objectif de ceux qui animent ces oppositions-là, c'est pour toi, pour que je m'y mette. Parce que vous allez voir, et ceux qui combattent, ceux qui sont là, et pourvu qu'ils quittent et je m'asseye. Les solutions, on n'évalue pas. Qu'est-ce qu'il a apporté de mieux? Est-ce que ça a avancé? À peine, on ne voit pas. Bon, qu'un autre groupe aussi, c'est de façon cyclique. Un autre vient, en même temps, les autres se braquent contre. Je pense que nous allons nous rasseoir au détour de ce fiasco que nous venons de faire. Nous allons nous asseoir. En tout cas, nous, au MPL, nous avons commencé, nous avons mis sur pied des comités qui sont en train de réfléchir. Et c'est pour ça que nous irons les tout prochains jours, la semaine prochaine, ces comités finiront de travailler pour que nous puissions repenser notre façon de faire la lutte au nom de ce peuple. Ça a été improductif, ça n'a rien apporté, plutôt que de dépenser de l'énergie et des ressources. Et c'est vous qui serez à l'initiative de cette démarche, le MPL? En tout cas, nous avons commencé et nous sommes en train d'échanger au niveau d'autres creusets avec d'autres personnalités et organisations. Le Parti des démocrates? Le parti en ce moment est en train de se débattre. Donc vous ne pensez pas les solliciter? Non, ils ont vraiment beaucoup de problèmes à gérer à l'interne en ce moment. Je pense qu'il faut les laisser penser les plaies et renaître des erreurs. Vous les voyez remonter la pente? C'est possible là? Tout est possible. Parce que là, nous avons les communales et les municipales en vue, nous avons les législatives. Vous les voyez dans une certaine cohésion? Non, parlant de ces élections-là, moi je pense, si j'étais à leur place, il faut faire un repli tactique, accepter qu'on a échoué et penser à l'avenir. Parce que... Ne même pas participer à ces élections? Ils ne pourront plus. Ah oui? Non, la sérénité, ils n'ont plus la sérénité pour le faire. Vous voyez la suite des événements. À peine vous fermez les yeux, vous vous levez, il y a un nouveau scandale qui arrive. Ils n'ont plus la sérénité pour penser. Les élections générales, non, les élections sous la rupture, je vais dire, à partir du code du nouveau code électoral que nous avons expérimenté depuis 2021, à partir de 2021, c'est suffisamment complexe et ça nécessite une organisation très rigoureuse pour en venir à bout. Sinon, vous ne pouvez pas. Et les problèmes qu'ils gèrent en ce moment ne peuvent pas leur permettre d'avoir la sérénité qu'il faut pour réussir la partie technique de ce dossier. C'est impossible, c'est quasi impossible. Et ça, c'est quelqu'un qui a expérimenté. Oui, mais donnez-nous expérience, vous avez expérimenté, c'est vrai. Oui, mais donnez-nous des arguments très solides. Si on doit s'en tenir, parce que vous les avez déposé le dossier comme tous les partis. Donc il faut le pied dessus pour pouvoir prêter les dossiers. Mais vous dites que selon votre expérience, vous ne pourrez pas les voir participer à cette compétition. Qu'est-ce qui va leur manquer? Pour ce que je sais, pour ce que nous avons vécu, nous avons essayé nous avons fait les dossiers pour les élections communales, pour les élections législatives. Je pense que les problèmes qu'ils traversent en ce moment ne leur permettent pas de réussir, d'avoir une participation réussie. C'est à cause de la démission des députés ou de la posture de Boni Yahi, du retrait de les événements sont en cours et on va attendre un peu et voir, peut-être que l'impossible, il peut y avoir un miracle. Mais sauf miracle. Est-ce qu'ils ne peuvent pas puiser dans les ressources qu'ils ont utilisées en 2023 avec à leur tête, par exemple, Eric Rouleté, pour refaire les mêmes choses cette fois-ci? C'est ce que nous espérons. C'est ce que nous espérons pour qu'ils puissent sauver les meufs. Je suis très pessimiste quant à leur capacité de transcender
les clivages internes qui les plaies ouvertes en ce moment, pendant les élections, le dépôt des dossiers, je trouve difficile d'obtenir le minimum de cohésion qu'il faut pour réussir avec brio à confectionner des dossiers répondant aux critères de ce code électoral. Espérance Tébé, en tout cas, ce qui a marqué le début de ces difficultés au niveau du parti, les démocrates, c'est ce droit de parrainage querellé de Michel Soudinou. Est-ce que le système de parrainage tel que c'est conçu, selon vous, et selon votre vision au niveau du MPL, est vraiment un outil de régulation démocratique ou un obstacle pour les formations politiques? Non, on saurait dire tout de suite que même si ce système de parrainage, nous par exemple, nous a exclus, nous avons été les premières victimes à ne pas pouvoir participer à toutes les élections. Donc ça a été un frein pour nous à notre essor. Mais quand on regarde les problèmes posés et qui ont amené à instituer le parrainage, on ne peut pas dire que ça a été un frein. La preuve, les démocrates ont le nombre de parrainages qu'il fallait pour participer à ces élections-ci. Et c'est à l'interne qu'il y a eu une défection qui a empêché leur participation. Non. Alors, je pense que cette défection, il y a eu un débat. Alors, le député dit mon droit de parrainage me revient. Je dois faire de ce droit de parrainage ce que je veux. Je dois parrainer le candidat que je désire, que je souhaite. Le parti dit non. C'est le parti qui identifie un candidat, justement, et, comment on dit, rassemble les droits de parrainage pour mettre ça à la disposition de ce candidat. Quelle est votre compréhension de la question? Non, je pense que ce débat a été déjà clôturé par les décisions de la Cour et il n'est pas utile qu'on revienne là-dessus. Et vous avez vu, il y a plusieurs thèses autour, mais vous avez vu le candidat, mon frère Renaud Abodjo, avant qu'il soit candidat, qui a expliqué, en tant que quand même spécialiste du droit, que le parrainage est individuel et que le député a la faculté, le parrain a la faculté de parrainer qu'il veut. Donc il y a plusieurs thèses, mais aujourd'hui la Cour constitutionnelle a tranché sur la question et puis bon, il faut qu'on s'en tienne à ce que le droit dit à ce sujet. On ne va pas revenir derrière. Le parrainage, oui, c'est pour le parti, mais l'individu a toujours la faculté de parrainer qu'il veut au sein du parti. C'est ce que la Cour a retenu. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez de Michel Soudinou? Rien de particulier. Je ne le connais même pas. Vous voulez dire de l'acte qu'il a posé? Non, quant à l'acte qu'il a posé, il s'est expliqué longuement. Je ne suis pas du parti, je n'ai pas vécu les mêmes Il a fini problèmes. par démissionner du parti, comme vous aussi, vous avez démissionné du cadre de concertation. Bon, c'est d'accord qu'aujourd'hui, c'est la saison des démissions. Non, ils sont venus juste donner raison et conforter ce qui a amené le MPL à se retirer du cadre. Et c'est pour ça que je les remercie de nous avoir... et vous remerciez aussi ces 5 autres députés ajoutés à Michel Soudinou qui ont aussi démissionné du parti? Non, là, vous savez que c'est la saison des reprises. Ils ont vu, c'est ça que je vous dis. Je suppose que ce groupe a vu leur incapacité à avancer et ne veulent pas rester dans un groupe pour échouer ensemble. C'est pour ça qu'ils se mettent à l'écart. Probablement c'est cela. En politique, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec ces députés, puisque lui... De son côté, Boni Yahi crie au débauchage, ça n'a pas raté. Quelques heures après, on a assisté effectivement à des démissions. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ce qu'il dénonce là? Non, ce qui me dérange un peu dans cela, est-ce que les débauchages, c'est des choses que nous avons, la transhumance politique, je vais dire, c'est des choses que nous avons, toute la classe politique, nous avons fustigé tout le temps. Mais c'est ce que la réforme... Mais la réforme, justement, et la réforme que le gouvernement actuel a entreprise, a penché là-dessus. Et fort heureusement, les parrains LD, ils ne peuvent pas aller parrainer un candidat de la mouvance. Ils ne peuvent pas aller parrainer un candidat en dehors de leur parti. Au moins, ce code, cet est querellé
que nous avons combattu tout le temps, au moins on réglait une partie du problème. C'est que ça continue. Au moins aujourd'hui, les députés, ils ont démissionné, mais ils ont une marge de manœuvre limite. Ils peuvent sortir du parti, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire au nom du parti, ou même le mandat qu'ils portent. Donc, le siège. Voilà. Donc au moins, il y a une partie du problème qui est réglée. C'est pour ça que le président Yahi, et au-delà même de ces récriminations, nous devons nous rasseoir vraiment entre les fils et filles du Bénin pour nous entendre sur un minimum, pour laisser ces concepts d'opposition frontale les uns contre les autres et nous entendre sur un certain nombre un minimum à corriger dans notre façon de faire la politique, pour qu'on puisse offrir une meilleure alternative à nos concitoyens qui ne demandent qu'un mieux-être. Les jeunes veulent de l'emploi, ceux qui travaillent veulent une vie plus décente. Et puis, bon, à côté, nous, les acteurs, on fait un débat stérile de personnes qui n'avancent pas le pays. On devra trouver le moyen de revenir sur ces choses, de repenser notre façon d'animer l'opposition au profit de nos concitoyens. Espérance TB, à la CENA, nous avons vu 5 partis qui ont déposé leur dossier pour les élections communales, mais il n'y a pas votre parti. Oui, parce que nous avions annoncé plus tôt que nous ne voulons pas aller en aventure. Nous ne voulons pas être aventurés ou bien aller déposer les dossiers à la Sénat ne saurait devenir un pèlerinage que les partis politiques auxquels ils doivent sacrifier. Le code est clair. Pour la présidentielle, nous avons vu. Il faut un certain nombre de parrains pour aller là-bas. On sait ceux qui ont. Nous n'avons pas. Donc on n'était pas attendus. Oui, mais vous avez la possibilité d'aller en accord de gouvernance avec une formation politique. Oui. La force que effectivement, le MPL avait cette faculté. Mais vous imaginez que nous fassions cet accord après notre départ du cadre de concertation, ce qu'on dirait. C'est pour ça que nous n'avons pas fait. Nous avons mis tout notre espoir en ce regroupement de l'opposition. Sinon, nous aurions pu nous organiser pour aller dans un autre cadre, pour participer à ces élections. C'est notre participation à ce cadre qui a hypothéqué aujourd'hui la participation du MPL aux élections communales. Nous aurions pu le faire. Nous avons la technicité, nous avons toutes les ressources pour le faire. Et nous avions la capacité pour le faire brillamment. Sauf que la question des 20% persiste. Et est un facteur limitant pour nous pour aller à ces élections. Et pour beaucoup, et je l'ai dit, il y a certains qui sont en train, c'est pas la peine d'aller s'agiter pour se montrer qu'on a amené des dossiers à la Sénat quand on sait que en application de ce code, on ne peut lever demi-siège. Mais est-ce que vous ne craignez pas de disparaître? Parce que ce qui se joue actuellement, c'est un repositionnement des acteurs politiques, c'est une façon de se remettre en scène véritablement. Si vous laissez passer cette occasion, le MPL ne va-t-il pas disparaître? C'est vrai. C'est pour cela que des comités ont mené des réflexions en ce moment. Et je vous ai dit qu'ils finiront, les rapports seront déposés la semaine prochaine. Nous irons au Conseil national pour décider de la suite à donner. Vous allez continuer dans l'opposition, vous allez soutenir le candidat de la mouvance par exemple. L'opposition, vous avez vu... Non, il faut répondre directement à notre question. Non, directement à votre question, c'est le Conseil national qui décidera Quelles sont les hypothèses? Oui, les hypothèses. Les hypothèses, permettraient que je n'avance pas. Vous voyez, ce qu'on reproche, la gestion qu'on reproche au sein du parti LD, il ne faut pas que ça vienne. On a dit des hypothèses. Si vous allez nous dire, par exemple, si le Conseil décide que nous restons dans l'opposition, nous allons y rester. Si le Conseil décide que nous allions soutenir... Si le Conseil décide de soutenir n'importe laquelle des dieux émergents par exemple, nous verrons avec si le Conseil décide de soutenir ces hypothèses que nous il n'y a que deux hypothèses. C'est quoi la plus plausible? La plus plausible, c'est celle que le Conseil décidera dans quelques jours. D'accord. À l'ouverture de la session budgétaire à l'Assemblée nationale, 2 députés justement ont introduit une loi portant révision de la Constitution dans la perspective de la création d'un organe institutionnel, le Sénat. Qu'est-ce que cette question vous inspire? Le temps de rentrer dans les détails sans doute pour un autre débat. Bon. Mais déjà, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, je pense que en termes de
réformes, ce gouvernement a voulu continuer par innover et mettre. Le Sénat, c'est ce que je retiens, au-delà de sa fonction, il paraît qu'on va regrouper les sages de la République, les anciens présidents de nos institutions pour continuer par accompagner. Je pense que si en ça, c'est une bonne idée. Si on doit trouver un cadre, vous venez de voir le problème qui s'est posé maintenant au niveau avec les démocrates, ce que le président du parti a fait. Si le Sénat existait, ce regroupement formel existait, je pense que ces gens-là se seraient assis et anticipés d'abord même le problème. Et au cas où ça survenait, ils allaient accompagner. Je pense que c'est une bonne chose. Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup de réserves. Certains y voient un peu une façon d'enlever à l'Assemblée nationale son pouvoir législatif parce que ce sera la chambre haute, comme on l'appelle, oui. Et puis l'Assemblée qui sera en dessous. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de musellement de l'Assemblée nationale? Non, je ne vois pas la chose comme ça. Vous voyez, ce dont nous souffrons au Bénin, c'est que nous, les acteurs politiques, on anime, on enflamme et on anime des débats stériles. Au lieu d'aller sur la réalité des problèmes, on laisse nos concitoyens spéculer sur ce qui n'a. Vous avez vu tout le temps durant ces troisième mandats. Ah, si on touche la Constitution, c'est que le président ne s'en va pas. C'est ça que nous avons laissé nos concitoyens véhiculer. Alors que ce n'est pas le cas. Au lieu de penser aux vraies stratégies pour avancer, on spécule trop. Moi, je ne vois pas en quoi l'institution de la Sénat va diminuer les prérogatives de l'Assemblée. Si tant est que c'est pour regrouper toutes les énergies, les ressources du pays, ces aînés-là, les regrouper pour aider les gouvernants à mieux faire, je n'y trouve pas un problème. Alors, l'opposition en difficulté, ces difficultés de la principale force d'opposition, les déboires qui ont été accumulés ces dernières semaines, est-ce que pour vous c'est un cadeau qui est offert à la mouvance ou un signe de purification au sein de l'opposition? Non, pas. En l'état, c'est la voie ouverte pour l'adversaire. Tant que chaque fois que vous tombez, chaque fois que vos stratégies percutent, l'adversaire il gagne pas sur vous. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Nous avons flanché à plusieurs occasions, plusieurs obstacles, et l'adversaire capitalise ça et avance. C'est tout. Mais on ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes, tirer le leçon de tout ça et se réorganiser. Qu'est-ce que la FCBE, parti d'opposition, peut relever comme défi dans ce contexte électoral? Non, la question même porte déjà. Vous pensez qu'ils se sont mieux organisés que vous? MPL réuni avec les démocrates? Je dirais oui. Je dirais oui parce que à l'arrivée, ils ont pu participer à l'élection. C'est ce que nos concitoyens nous demandaient. Nous n'avons pas réussi. Nous n'avons pas pu. Avec toute la force que nous représentions, avec toutes les énergies fédérées, on n'a pas pu. Donc ils ont réussi, en dépit de tout. Vous voyez, au début, à l'entame du cadre de concertation, je me souviens, lorsque nous avons invité la FCBE, ils ont refusé, ils ont dit qu'ils ne sont pas intéressés à participer à un panier à crabe où on ne s'entend pas. C'est comme ça qu'ils vous ont appelé? Oui, qu'ils ne veulent pas, et aucune discussion, ils ont refusé toute discussion. Personnellement, j'ai appelé même monsieur Mouba, il n'a même pas décroché mon appel, hein. Il ne m'a même pas fait l'honneur de me rappeler. Donc, et à l'arrivée, maintenant, je trouve qu'il a raison, il a pu. Je vois que nous aurions dû au MPL aussi faire ainsi. Il y a d'autres qui l'ont fait. Là, je peux le dire, le professeur Ivor, son mouvement, pareil, ils ont décliné, ils disent qu'ils ne veulent pas rester dans le cadre avec nous, parce qu'ils ne sont pas convaincus. Il y avait finalement, je trouve qu'il n'y avait que moi seul qui y croyais, et bon, et voilà. Après, il y a eu la désillusion, et puis bon, aujourd'hui, je n'accuse pas les autres, mais je tire le son de ce qui nous est arrivé, et on va se réorganiser. Dernière question, après tous ces rebondissements, quel est le message le plus important que le MPL veut adresser aux Béninois sur l'avenir de notre démocratie? Ah oui, ça c'est le plus important. Donc on pense avec tout ça que notre démocratie est en péril. Est-ce que c'est le cas? Non. Ne soyons pas alarmistes. Il y a de petits problèmes, mais dire que la démocratie est en péril, je pense qu'on n'a pas... C'est pas parce que nous n'avons pas pu gagner
une bataille que, bon, tout doit être... non. Je pense que nous devons tirer leçon de tous les problèmes que nous venons de vivre. Et nous, particulièrement au MPL, c'est là où j'en reviens à votre question, nous tirons leçon de ces 10 années passées dans l'opposition. Tous les combats que nous avons menés, les faiblesses qu'ont comporté nos stratégies et qui ont fait qu'on n'a pas pu s'en sortir, nous les capitalisons pour savoir quelle posture adopter déjà autour de ces élections générales de 2026 et surtout quel appel faire à nos concitoyens pour que nous puissions réorienter désormais la bataille politique. Est-ce que la façon dont nous avons animé l'opposition là, qui a été inopérante, qui n'a apporté aucun résultat, est-ce que c'est ça qu'il faut continuer par faire? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt trouver notre moyen de se parler, de se mettre ensemble pour corriger l'action publique de ceux qui seraient au pouvoir? Je pense que c'est sur ces pistes que nous devons désormais voir, au lieu de nous retrancher et continuer par nous morfondre dans nos échecs qui parfois pour certains débouchent sur l'arène. Je pense que nous allons éviter ça, regarder la situation avec froideur. Si nous avons perdu le combat, il ne faut pas diaboliser. On n'a pas besoin de diaboliser tout, mais on fera le point pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait de mal et comment faire pour rattraper dans la suite. Allez. Et c'est en cela que j'invite le peuple béninois à la patience et à la sérénité et les acteurs politiques à se calmer pour regarder la situation avec froideur et que les décisions idoines qui peuvent en découler pour le bien-être de nos populations, de notre pays, puissent être prises. Je ne vous ai pas entendu, et ça c'est vraiment la toute dernière question avec la permission d'Eric. Vous prononcez sur le candidat de la mouvance, enfin le duo Wada Italata. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature? Mais je pense que j'ai eu l'occasion de le dire. Au MPL, nous avons souhaité que la jeunesse soit plus impliquée. La mouvance a donné le top. Et à l'époque, je disais qu'il fallait que l'opposition également regarde dans ce sens. Ils ont pu innover en jetant leur dévolu sur un jeune qui, tout le monde reconnaît de façon unanime, compétent, capable. Je pense que c'est déjà... Est-ce que l'expérience TB reconnaît également cela? Tout le monde d'accord, mais vous... Non, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Surtout le parcours, il a montré, pour sa relative jeunesse, il a montré quand même sa capacité à tenir dans les fonctions qu'on lui a confiées. Si vous tendez la perche pour venir renforcer les rangs, vous allez accepter? Le Conseil national avisera. Allez, le Conseil délibère. Le Conseil, c'est pour quand? Non, c'est sous quinzaine. Sous quinzaine. Oui, sous quinzaine. Allez, Expérience TB, il est le président du mouvement populaire de libération. Il nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau pour ce numéro de Zone Franche que je vous remercie d'avoir suivi. Eric Guédénon et moi, nous avons assuré les questions et puis nous avons eu le soutien de nos techniciens pour la réalisation de cette émission. On se reprend dimanche prochain avec le même plaisir.